Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bon, je pense que le débat a été assez lancieux, cet article précis. Je pense que les uns et les autres ont exprimé leur avis. Ceux qui nous entendent sont des personnes aussi qui sont assez intelligents. Ils vont pouvoir se positionner et faire leur avis des différentes propositions intelligentes et interprétations qui ont été faites. Je voudrais revenir sur le sujet, parce que c'est ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que je suis monté sur le panel. Donc, le Sénat des immortels, braquage constitutionnel. D'abord, j'aimerais commencer d'entrée de jeu par dire que cette proposition de loi portant création du Sénat, c'est une mine législative. C'est une mine législative qu'il faudrait absolument désamorcer. Absolument, avant qu'elle ne se dynamite sous nos pieds. Pourquoi? Dans cette petite intervention que je vais essayer de la rendre courte, je vais faire une analyse d'autres articles qui, pour moi, problématiques. Je vais faire des commentaires croisés des articles 113-1. Si vous avez éventuellement le document sous la main, vous pouvez parallèlement lors de mon intervention jeter un coup d'œil. L'article 113-2 également. L'article 113-4 intitulé le Sénat. Alors moi je pose la question de savoir, est-ce que ça va être un aéropage de législateurs bis ou c'est un cénacle de censeurs civilo-militaires quand on voit les membres de droit qui siégeront dans ce Sénat-là. Donc moi d'abord je voudrais faire ressortir les imperfections du test en démontrant que le Sénat tel que proposé, c'est inéluctablement un outil d'affaiblissement du pouvoir législatif d'abord, et ensuite présidentiel, et dans une seconde partie, faire ressortir que cette institution risque à la longue de devenir tout simplement un réceptacle de censeurs civilo-militaires, tout simplement. Et nous allons bien entendu essayer de proposer un certain nombre de pistes de solutions pour repenser et proposer l'idée, en tout cas pour, si forcément il faut mettre en place un conseil, parce que l'idée ne date pas d'aujourd'hui, le fait de mettre en place un conseil de sages. Donc l'idée d'un haut conseil de sages, un organe qui pourrait assumer des missions plus souples, parce que je ne vois pas quel est l'intérêt d'autant centraliser le pouvoir, donc par procuration législative et exécutive, et qui va envisager une refonte du rôle du médiateur de la République, parce que si on veut être factuel, on va se parler franchement, la médiation de la République, je ne sais pas à quoi ça rime. On est en 2025, ça fait 36 ans que ça existe. C'est l'un des bébés qu'a accouché notre constitution de 90. Je ne sais pas si vous arrivez à appréhender le rôle et le fonctionnement d'une telle institution. Donc, ce conseil de sages peut venir en refonte seulement au rôle du médiateur de la République. Et en rappelant, bien entendu, le seul mécanisme pour légitimer, et ça c'est très important que je précise, cette révision, ou même l'idée de mettre en place une telle décision qu'on appelle Sénat, qu'on appelle Haut Conseil de sages, qui est une grande orientation dans notre vie politique, et comme ça a été prévu dans le préambule, parce qu'il faut aller lire le préambule de notre Constitution, que toute décision de cette taille, de cette envergure, qui va engager la vie politique de notre pays, doit être soumise à un référendum populaire. Et c'est le véritable arbitre pour décider. Malheureusement, depuis 90 que nous avons mis en place notre Constitution et que la notion de référendum a été introduite, cela a été utilisé 0 fois. Ça fait pratiquement 36 ans que nous avons cette Constitution. Donc, nous devons vraiment lever la tête du guidon et admettre que les turbulences que traverse le landerneau politique béninois actuellement, additionné
au compte à rebours des élections générales de 2026 devrait nous convaincre que nous devions absolument avorter ce sentier qui divise profondément. D'abord, la constitution béninoise, je rappelle, ça porte les sueurs de chaque citoyen. Au-delà même des sueurs que ça porte même des traces de sang de certains qui se sont battus. C'est important que je fasse ce petit rappel parce que, vous savez, moi, il y a un adage qui dit, dans la vie, lorsque vous évoluez et que vous êtes face à des difficultés majeures dans votre vie et que vous êtes bloqué, il faut regarder pas le passé. Il faut regarder d'où vous venez. Parce que en regardant d'où vous venez, cela vous rappelle le ou les contextes dans le ou lesquels des décisions ont été prises. Et si peut-être le pouvoir vous fait vriller, ça vous fait peut-être prendre conscience ou prendre 2 secondes de recul pour vous poser la question de savoir est-ce que c'est opportun une telle décision. Et donc des Béninois ont sacrifié leur vie pour l'avènement de, qu'on le veuille ou pas, de ce que nous défendons aujourd'hui comme étant, moi j'aime utiliser l'expression état de droit, parce qu'aujourd'hui démocratie ça veut dire tout et n'importe quoi en même temps. C'est un mot pour moi qui est creux. Et donc, moi, je préfère utiliser état de droit. Mais encore que, mieux cette constitution, et d'ailleurs, c'est ce qui fait que nous avons ce débat passionnant, parce que cette constitution contient des formules qui ne sont pas forcément des formules de savants. Ce ne sont pas des formules posées par professeur Moïse Aranzo-Glélé. Tout à l'heure, Biafrika, vous avez évoqué le professeur Théodore Hulot ou le professeur Robert Dossou. Ce sont des formules parfois sorties des casantes lors de la présentation, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait un avant-projet de constitution où ça a été suggéré par des citoyens sous un arbre dans des villages et que Moïse Glélé et sa commission avaient l'obligation d'intégrer dans la constitution. Et après avoir écrit justement une partie de notre patte, ce qui se trouve être notre patte sociale aujourd'hui, sans débat, sans dialogue, en 2019, dans un parlement monocolore, pour reprendre exactement l'expression du président de la République lors de sa dernière adresse. Donc, parlement monocolore acquis à la majorité, les parlementaires béninois se sont apprêtés à nouveau à porter, ou s'apprêtent en tout cas à nouveau maintenant à porter un coup de grâce au patrimoine, à l'héritage démocratique du peuple béninois, par une innovation sortie des entrailles des 2 partis politiques majoritaires, officiant pour le chef de l'État. Bon, il arrive que parfois les décideurs regardent, en tout cas, souvent, hein, comme je le dis, c'est important, dans le rétroviseur de l'histoire politique et constitutionnelle d'un pays, pour savoir si la décision qu'on prend, autant pour moi, pas Moïse, Maurice, autant pour moi, sont des décisions opportunes. Bon, est-ce que moi, je me dis, c'est nos parlementaires, nos législateurs, ils font ce petit exercice. Dans le rapport général de la conférence des forces vives de la nation, le professeur feu Albert Trévoisier, que nous appelons affectueusement que son cas soit vivifié, le frère Melchior, clamait ceci. Il serait tragique que notre sort, le sort de tout ce peuple, soit celui de l'aiglon. Vouloir à l'histoire ajouter des chapitres et n'être plus qu'un front qui se colle à des vitres. Comprendra qui pourra. Malheureusement, sur fond d'intrigue politique, la constitution du Bénin est devenue une pâte à modeler. On vous dit d'ailleurs que ouais, la Bible a été touchée, pourquoi il ne faut pas réviser la constitution? Bon. Donc c'est dans cette veine que, je rappelle le contexte rapidement, 2 députés de la majorité présidentielle ont eu la, je mets bien entre guillemets, merveilleuse idée, celle du remède miracle, en faisant une proposition de loi portant modification de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 90 portant constitution de la République du Bénin. Et à la lecture de cette proposition,
je pense que nous avons tous le document, un nouvel organe se dessine à l'horizon dans le paysage institutionnel du Bénin. Et moi, je pense que cette contribution aurait pu ratisser plus large en abordant également la question du critère d'âge. Parce que vu qu'on veut extirper ou innover dans la chose politique, posons les vraies questions, posons les vrais débats. Critères stratégiques de dérogation de mandat, ad vitam aeternam des sénateurs, critère qui, pour moi, a été uniquement choisi parce qu'il fallait entrer un certain nombre de personnes dedans. Et suivez mon regard, vous savez déjà de qui nous parlons, ainsi que la suspension de l'exercice de certaines libertés individuelles et collectives des partis politiques, dénommées par l'expression que vous connaissez tous, trêve politique. Bon. Et sous l'excuse habituelle, historique de la théorie de développement des droits humains, etc., etc. Moi, je pense que c'est autant d'impuretés et d'écueils dont est maquillée cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Mais mon commentaire se fera, comme je l'ai dit, sur les articles 13.1, 13.2, 113.1, 113.2, 113.4 de la proposition de la loi, qui se bornera aux dispositions qui, à notre entendement, sont des mines législatives. C'est ce que j'ai dit en prélude à mon intervention, qu'il faudrait désamorcer afin de prévenir le dynamite du constitutionnalisme béninois qui se pointe à l'horizon là. Alors, au titre de ces attributions du Sénat, l'article 113.1 de la proposition de loi dispose en ses alinéas 4 et 5 que, en matière législative, il délibère a priori tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment lorsque les projets ou propositions de loi intéressent la dévolution ou l'organisation du pouvoir d'État, les finances publiques, la sécurité intérieure et la défense du territoire. Il peut alors, même que le président de la République n'a pas usé de ce pouvoir, solliciter une seconde lecture de toute loi votée à l'Assemblée nationale. Lorsque, à sa seconde demande d'ailleurs, de lecture d'une loi, l'Assemblée nationale écarte les observations du président de la République, le Sénat est ainsi en lecture définitive. Franchement, pour moi, cette disposition qui confère un partage de pouvoir entre le Parlement et la future Chambre des sénateurs vient fragiliser le Parlement en s'abordant les attributs originels de celui-ci. On note par là que la mouture du Sénat, telle que proposée, autorise d'une part un partage des attributions avec les parlementaires élus, c'est important ce mot, élus, faisant du Sénat la dernière rampe de lancement d'un test législatif, donc le dit Sénat dont les membres sont désignés. Retenez bien les mots et comprenez d'où l'incohérence se trouve. À cela, maintenant, il faut s'en tenir la mouture de cette constitution fera du Sénat une tour de contrôle chargée de délibérer, d'avoir une lecture définitive aussi bien sur les projets de loi que sur les propositions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'initiative émane du président de la République, il ne faut pas exclure ça parce qu'il y a certains qui posent la question de savoir non, mais le président peut avoir la possibilité d'avoir des ordonnances. Bon, encore là, il faut clarifier. Donc aussi bien les initiatives de loi venant du président de la République, mais également du rôle traditionnel des députés. Ainsi, le législateur en qui le peuple a, dans le meilleur des mondes, confié un destin, le destin de sa souveraineté, sera érodé par des individus, donc des sénateurs membres qui sont nommés. Donc, les membres de cette institution, transformés en législateurs bis, donc en Assemblée nationale bis, viennent émietter les compétences des parlementaires en devenant en fait des super législateurs ou une chambre, une commission des lois bis capable d'enjoindre une relecture lorsque celle-ci écarte les observations du Parlement et au surplus d'en effectuer même une lecture définitive.
ce n'est rien d'autre que le coup de grâce dont je parlais en prélude de mon allocution, qui est d'ailleurs violent et qui n'a jamais été apporté, en tout cas, à cette constituante de 90. On pourra donc affirmer, à l'image du professeur Dominique Rousseau, sur un parallélisme que je fais rapidement au sujet du Conseil constitutionnel, qu'il en va de même pour cette architecture institutionnelle. Désormais, le Parlement n'est plus maître de la loi. C'est ce qu'il faut comprendre. Il devient, comment je vais dire ça, une forme de Parlement de fait, de Parlement marionnettiste. Parce qu'il devait déjà largement partager le travail avec le gouvernement. Il doit maintenant faire une place au Sénat. Et une place fondamentale d'ailleurs, il faut préciser, quand on voit quelles seront les prérogatives de ce Sénat-là. Donc, il a peur de rappeler cette doxa de Weber qui conçoit que la légitimité du pouvoir s'acquiert dans une démocratie par la raison de l'élection, qui est d'ailleurs la voie par excellence de dévolution du pouvoir dans une démocratie. Donc, cet empiètement que fait le Sénat en force, ce chevauchement, qui va au-delà des prérogatives de libération sur certaines lois, ainsi que du privilège de lecture définitive dont je parlais, loin de régler les inutilités, peut malheureusement constituer une source de paralysie à la longue, car cela va remettre en cause les compétences exclusives du vote des lois qui a toujours été concentré dans les mains des parlementaires. Pire encore, cette réforme vient également affaiblir la fonction présidentielle et je vous ai parlé de l'initiative de loi quand ça vient du président de la République et le fait du président de la République un individu aussi de fait. Donc, une institution, parce que le président de la République, c'est avant tout une institution, marionnettiste. Donc, s'il est de coutume que, en fait, nos gouvernants affichent leurs préférences pour un parlement bicasséral, qu'on observe un peu, qu'il pourrait, entre guillemets, caporaliser ou, on va dire, présenter sous une autre forme, grâce à ce Sénat d'inspiration bonapartiste là, je pense que c'est quelque chose à éviter. C'est quelque chose à éviter. Et à contrario, ce Sénat-là, en tout cas made in Bénin, parce que c'est pas une invention béninoise, nous savons bien comment se met en place un Sénat, si seulement que ça a été fait encore avec la manière avec laquelle on a l'habitude de le faire, de le voir ailleurs. Là encore, c'est encore un autre débat. Mais ce Sénat made in Bénin a pour but tout simplement de diluer et d'inhiber fortement les pouvoirs de l'exécutif. Donc, s'il y a un soi-disant candidat qu'on est en train de mettre en avant pour assumer un rôle de président de la République, j'espère qu'il pourra également faire cette lecture-là que nous sommes en train de faire. Et je pense que ces valeurs démocratiques, j'espère que ces valeurs démocratiques vont prendre le dessus sur un paternalisme qui le lierait avec un certain nombre d'individus. Donc, moi, je pense que ce Sénat se veut être l'image d'une tour de contrôle qui est dotée d'une lunette astronomique avec un interventionnisme dans tous les compartiments de l'État. Il veut tantôt être exécutif, tantôt il veut être législatif, tantôt il veut être judiciaire, mais dissolvons alors tous les autres pouvoirs, toutes les institutions, et gardons uniquement le Sénat. Et maintenant, faisons rentrer aussi tous les autres membres ou toutes les personnes qui occupaient déjà des postes à d'autres pouvoirs. Pourquoi je le qualifie, cette institution, d'être un censeur civilo-militaire, sans inventer un mot, en reprenant bien entendu une expression que M. Azanaï
à prononcer. Parce que dans le dit projet, on a vu une catégorie de membres, et je vous rappelle rapidement, jadis, qui étaient isolés. Vous voyez à peu près ce dont je veux parler, qui refont subitement surface dans l'arène politique, qui sont restés longtemps éloignés des palais. On voit l'armée qui fait son retour à travers un Sénat qui innove, en jouant à la roulette russe. Et ça, nous comptons sur notre compatriote le russe pour en les dissuader. L'article cite nommément les chefs d'état-major des forces en charge de la défense et de la sécurité nationale. Donc, pour reprendre une expression de la rue au palais, ça serait des casernes au perron du Sénat. L'armée pourra donc encore manœuvrer à nouveau sur le terrain politique, parce que pour ceux qui ne le savent pas, on dit théoriquement que les militaires ne font pas de politique, mais c'est de vrais politiciens. Ils ne seront plus donc sur les théâtres d'opération. Malheureusement, il n'y a plus que Cicéron pour dénoncer ce scandale. Lui des griots pour salmodier les vers glorieux de l'histoire politique et constitutionnelle de l'ancien enfant malade d'Afrique, dont on nous a toujours caractérisé. Et je voudrais rappeler encore ici à ce moment des propos du professeur Albert Théo Edje qui évoquait dans le rapport de la conférence que les responsables, parce que c'est ça en fait l'histoire, c'est ça le but et l'intérêt de l'histoire, ça nous fait en fait une espèce d'effet miroir. En fait, ça nous fait regarder nous-mêmes qui nous sommes. Il dit ceci, il dit, les responsables de nos structures militaires viennent de prendre une décision qui fera d'eux, dans le tiers-monde, les annonciateurs d'une aube nouvelle, en décidant librement de se retirer de la gestion des affaires publiques, en faisant le choix d'une vie démocratique. Notre armée vient de donner une leçon qui retentira loin, très loin, sur tout le continent. Il est forcé de constater que 35 ans, sinon 36 après la mort dans l'âme, les Béninois, du moins les représentants du peuple béninois, du moins veulent encore réveiller les vieux démons, qui jusque-là ont été en tout cas, contre vents et marées, exorcisés par l'esprit et la lettre, pour reprendre l'expression du doyen Sauvegarde, de cette constitution de 90. Et ces derniers-là partageront donc des fonctions de décision politique à travers un tribunal ad hoc au regard de quelques dispositions de l'article, notamment l'article 113-2, qui évoque que le Sénat se prononce sur les comportements des dirigeants politiques, à l'exception du président de la République et du président de l'Assemblée nationale. Les membres de l'Assemblée nationale, du gouvernement ou des partis politiques qui contreviennent aux dispositions des articles 5-1 et 113-1 de la présente Constitution et prend les sanctions et les mesures prévues à son règlement intérieur. C'est une négation. C'est une négation, tout simplement, d'abord, aussi bien du point de vue du droit positif béninois que des missions et des attributions du juge constitutionnel. Est-elle devenue has-been cette juridiction? Je veux parler du Sénat. Je parlais tout à l'heure d'une Assemblée nationale bis. Est-elle deviendra-t-elle une cour constitutionnelle bis? Pourquoi ne pas consolider l'existant en la reformant, en le renforçant ou en élargissant ses compétences? Moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler les lauriers tressés au génie inventif du constituant de 90 qui, dans un passé récent, faisait des émules. Bref, je pense qu'il n'est pas un secret de polichinelle pour quelqu'un que la fonction de régulation du fonctionnement des institutions de la République, la Cour constitutionnelle, souvent critiquée pour certains raccourcis
jurisprudentielle dans ces motifs désirois qui ne font pas l'unanimité au sein de la doctrine. En tout cas, qui d'alors du Sénat, qui dans les murs de son prétoire deviendra un mini-justicier. Donc c'est encore pour, on va dire, creuser encore ce gap-là, ou enfoncer ces limites de cette Cour constitutionnelle-là. Donc moi je pense que c'est un aéropage, comme je le dis, trop concentré de pouvoir entre les mains d'un certain nombre d'individus qui ne sont pas élus, et ça peut devenir le précaré de règlement de comptes politiques. En fait, il ne faut pas prendre des décisions qui engagent la vie politique d'un pays sur des calculs politiques des humains et des calculs politiques de maintenant. Je pense qu'il faut regarder, il faut avoir une perspective. Il ne faut pas faire une politique de surplace. Je pense que la création de ce Sénat, en tout cas dans ce timing, le contexte dans lequel nous sommes, c'est une décision de surplace. C'est faire du surplace. Et donc, quand on crie souvent en disant que c'est les autres qui font du surplace et que, comme par hasard, nous, on serait justement dans la projection et que on revient sorti ce genre de choses, je pense pas qu'on soit mieux que les autres et qu'on soit légitime de donner de leçons. Alors, pour conclure, désolé, j'ai été un peu long, mais c'était important que je puisse faire... Quelqu'un demande si c'est une présentation ou si c'est un débat. Moi, je pense que les solutions qui peuvent naître, on commence déjà à débattre de ça. Je pense qu'il faut déjà penser au renforcement des organes institutionnels qui sont existants pour d'abord pacifier l'environnement politique et extirper définitivement les querelles politiques. Il faut, on continue de le dire, même si ça peut paraître utopique, l'organisation d'une assise nationale ou des états généraux, ça c'est l'expression souvent du doyen Sauvegarde, organiser des états généraux de la démocratie et de l'état de droit, comme nous avons l'habitude de le faire, nous avons la compétence de le faire, nous l'avons fait, nous pouvons le refaire, afin d'écouter toutes les composantes de la société. Pour moi, ça aurait été un forum idéal pour mieux mûrir en fait cette idée de Sénat. Quand en vérité, chaque fois que nous devons façonner, sculpter nos institutions, les solutions doivent être puisées dans le grenier de notre histoire politique et constitutionnelle. S'il faut clamer que la démocratie béninoise n'est pas née au lendemain du discours de la Baule et que le génie collectif du peuple béninois que nous sommes a permis de vaincre la fatalité il y a 35 ans, je pense que ces acquis peuvent être revitalisés par ce que je vais appeler des antibiotiques organiques autour de la jarre trouée, comme on a l'habitude de le dire chez nous, du consensus national. Et le remède, c'est un dialogue franc, sincère, patriotique et sans calcul, parce qu'il s'agit de l'avenir politique. On ne peut pas dire qu'il faut alors opiner dans le sens du consensus, dans le sens du développement de la nation et penser une institution sous cette forme. C'est une contradiction, c'est antinomique même. Donc, les recommandations des États généraux de la démocratie auraient pu porter cette idée de création d'un collège de sages ou d'une refonte, comme je l'annonçais aussi en début, du médiateur de la République. Ensuite, après avoir été et l'inscrit dans le débat public et longuement débattu sous l'arbre à palabre, dans les hameaux, dans les marchés du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Béninois auront le soin de trancher par référendum. C'est ça, moi, ma position. À cet effet-là, la facilité avec laquelle le texte aborde le comeback des bérets dans un champ politique peut être revue, justement. Le printemps sahélien et la montée du terreau-terreau sont autant de craintes légitimes pour éviter
les situations chrysogènes et la rupture de l'ordre constitutionnel qui revient à la page à la longue. Donc, la question de l'élargissement aux chefferies traditionnelles aussi, bien co-religieux, qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans un pays laïque et la coexistence de la foi religieuse est de mise. Je pense que ça aurait donné aussi une légitimité à ce conseil de médiation et restreindre aussi le champ de ses compétences. Donc, je pense que c'est impératif de revenir à ces fondamentaux en écoutant le peuple. Actuellement, à part quelques personnes qui donnent de la voix autour de la question, le silence que je qualifie d'ailleurs d'être un silence éloquent de ce peuple, ce n'est pas un gage de blanc-seing. Je pense qu'à son rugissement, lui est véritablement, lui seul est le détenteur de sa souveraineté. En un clin d'œil, il peut étioler tout l'édifice qui se construit sans son aval, quand il se lèvera pour sonner le tosquin de sa résistance. Je pense qu'il n'y a pire haut que l'eau qui dort. Pour finir, les zones de turbulence qui s'annoncent, que traverse actuellement notre environnement politique, auquel on ajoute le contexte électoral, avec l'expiration du mandat présidentiel actuel, doit être autant d'éléments qui nous ramènent un peu à la raison pour ne pas enfoncer ou défoncer une porte qui est déjà ouverte. Je m'en arrête là. Je vous remercie. J'ai été un peu long, mais je m'arrête là. Merci beaucoup.